La majorité du temps, les femmes deviennent mamans solo par dépit. Leur idéal serait de fonder une famille en couple, mais le temps passe et l'horloge biologique finit par sonner. Alexia est maman de 3 jeunes enfants. Mom solo par choix, Alex nous partage son histoire dans quelques secondes. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. Merci Alexia d'avoir accepté mon invitation. Mais ça fait plaisir. Tu as beaucoup de choses à nous raconter. Tu as une vie qui, est-ce qu'on peut dire, qui sort du cadre, c'est-à-dire qui est assez différente. Tu as choisi un style de vie différent de la majorité des gens. Mais je pense que oui. Puis ça a toujours été... Je pense que depuis que je suis jeune, je me dis que ma vie va être différente. Pas nécessairement pour les raisons qu'elle l'a été, mais c'est ça. Je savais que je rentrerais pas dans le cadre pour bien des raisons. Depuis toujours. Là. OK. Même si c'était pas clair que c'était aussi en lien avec la maternité, le reste, c'était déjà ça, oui. Très jeune. Oui, exact. Puis tu sais, c'était pas évident que j'allais avoir les opportunités que j'ai eues ici. Parce que c'est ça, moi je viens de France, puis en France, la législation est pas la même. En tout cas, vous comprendrez pourquoi après, là, mais fait que j'aurais pas pu faire tout ça si j'étais restée en France. En France, oui. Parce que dans le fond, Alexia a 3 enfants, dont 2 qui sont tout près de nous, dont la plus petite Billy qui est à côté, là, que vous allez sûrement entendre, qui va participer au podcast elle aussi. Alexia, tu as eu 3 enfants, t'es maman solo, il y a le papa de ton premier bébé qui est encore présent, mais les 2 autres bébés, tu les as vraiment eus par choix en mode solo. Exact, oui, c'est ça. Ma plus grande, en fait, a bientôt 8 ans, et elle, je l'ai eue avec mon conjoint à l'époque. Et après ça, j'ai toujours su que je voudrais avoir 3 enfants. Fouillez-moi pourquoi. Ça a toujours été 3. Et quand je me suis aperçue qu'en fait, je pouvais les avoir complètement seule, on dirait qu'il y a comme une porte immense qui s'est ouverte. Ben, je me suis dit, OK, mais je vais pouvoir aller au bout de ce dont j'avais envie sans dépendre de quelqu'un d'autre, en fait. Donc, ça a été... c'est ça, quand j'ai appris ça, je me suis dit, je pense que ma plus grande avait 2 ans, puis je me suis dit, peut-être 2 ans, c'était un peu trop tôt. C'était encore pas si facile. Puis c'est ça, en fait, 4 ans après la naissance de ma plus grande, je suis allée me faire inséminer. J'ai choisi un donneur. Tout ça aussi, c'est un processus vraiment intéressant et particulier. As-tu envie de nous en parler? Je suis curieuse. Oui. En fait, il y a plusieurs... possibilités au Québec. Soit on peut aller au privé ou au public. Moi, j'avais choisi d'aller au public dans un centre de fertilité. Et après ça, donc il y a des rencontres avec le médecin, il y a des prises de sang à faire, etc. Puis après ça vient le choix du donneur. Et ça, c'est la partie la plus particulière, en fait, du processus. Et ça se fait, en fait, il y a des sites sur Internet. En fait, c'est principalement des donneurs aux États-Unis. Je pense qu'au Québec, il y a juste des banques de donneurs anonymes, si je me trompe pas. Mais sinon, si on veut choisir un peu plus de critères, puis tu sais, ça peut aller du choix de la couleur des yeux des choses vraiment précises. Fait que, tu sais, il faut avoir des critères quand même assez ouverts si on veut pas tomber non plus... être trop élitiste, là. Exact. Donc, c'est ça. Donc, je me souviens que pour mon premier enfant que j'ai eu en solo, donc mon deuxième enfant, en fait, c'était comme c'était excitant. Tu sais, c'était une fête de devoir choisir un donneur. Là, c'était vraiment un feeling particulier. J'ai adoré ça. Et puis après ça, ben, tu sais, une fois qu'on a sélectionné le donneur, tu sais, on attend le bon moment du cycle, on se fait inséminer, puis on se croise les doigts que tout aille bien. Et là, je m'imagine, là, devant le site, est-ce qu'il y a des photos? Ou c'est juste des informations qui sont sous forme de texte?
En fait, ça dépend des donneurs. Il y a des donneurs où il y a beaucoup d'informations, il y a des donneurs où il y en a beaucoup moins. Puis là, je parle à l'époque, donc il y a 4 ans. Je sais que c'est différent maintenant qu'il y a beaucoup moins de donneurs à cause de la pandémie, parce que ça s'est arrêté pendant un petit moment. Puis il y en a, mettons pour les miens, j'ai des photos de quand ils étaient enfants. J'ai pas des photos de eux adultes. OK. Et là, dans le fond, les autres informations, j'imagine que tu as leur degré de scolarité, ce genre d'informations-là. Oui, et tu sais, aussi beaucoup tout ce qui est maladie, en fait, de la famille. En fait, je pense qu'il y a les grands-parents, les oncles, les tantes. Il y a quand même beaucoup d'informations au niveau d'éventuelles pathologies familiales. Et puis, il y a aussi des choses plus improbables, comme, tu sais, je pense pour les deux, j'ai une lettre manuscrite du donneur qui explique les raisons pour lesquelles il a choisi de donner, puis qui nous souhaite bonne chance. Puis, j'ai aussi, je pense que c'est pour mon deuxième, une entrevue audio. Okay. Donc, on entend la voix, on entend encore là, tu sais, les questions qui sont posées, c'est vraiment pourquoi vous avez voulu donner, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quel est votre familialement, où est-ce que vous en êtes au niveau familial. Est-ce que c'est par choix que tu as choisi 2 donneurs différents pour tes 2 enfants ou c'était pas possible de revenir au premier? En fait, il y a 4 ans, il y avait pas beaucoup de... Il y avait peut-être, je pense qu'il y avait une vingtaine de tests génétiques qui étaient effectués sur les donneurs. Et quand moi, je l'ai choisi, donc le donneur de mon deuxième était porteur de rien, en théorie. Et quand j'ai voulu me faire inséminer pour mon troisième enfant, là, les tests avaient évolué. Puis, tu sais, ils avaient beaucoup augmenté le nombre de dépistages au niveau des gènes. Et je me suis aperçue qu'en fait, le donneur de mon deuxième était porteur de 2 gènes qui pourraient être problématiques. Okay, je comprends. Et donc, ce qui m'a amenée à choisir un autre donneur. Puis, il y a une amie aussi qui m'a fait part d'une réflexion qui m'a dit, mais tu sais, une fois que parce que en fait, ils peuvent à l'âge adulte, les enfants, aller demander qui sont leurs donneurs. Et j'ai une amie qui m'a fait la réflexion à savoir que, ben, tu sais, peut-être que quand ton deuxième va être rendu à faire cette démarche-là éventuellement, peut-être ton troisième sera pas rendu à vouloir connaître son donneur. Fait qu'elle me dit tant qu'à ça, voyons le bon côté des choses, là, du fait d'avoir 3 enfants de donneurs. Ben, comme je disais, la première, c'est pas un donneur, mais tu sais, ils ont tous un géniteur différent. C'est ça, différent. Ouais. Puis je trouve que c'est aussi finalement égalitaire entre les 3. Ouais. Je comprends. Oui, tout à fait. Le processus de fertilité, d'insémination, c'est un processus qui est assez violent. Est-ce qu'on peut... Intrusif. Intrusif, okay. Oui. C'est difficile parfois de mettre nos limites. C'est difficile de vivre cette aventure-là en se sentant bien, puis en se sentant respecté. Puis comment toi, tu as vécu ça? Puis est-ce qu'il y a des outils que tu as utilisés en plus comme maman solo là, pour vivre ça de façon le plus harmonieuse possible? Parce que à 2 reprises quand même. Oui. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu médical, ça marche beaucoup par protocole. Donc, spontanément, ce qui est proposé, c'est le protocole. Et ce qui m'a poussée à refuser certaines choses, c'était probablement le fait d'avoir eu un premier enfant naturellement, parce que je savais plus ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et pour moi, c'était important de mettre mon point sur la table pour des choses que je ne souhaitais pas, notamment la médication. Tu sais, moi, j'avais eu un enfant facilement, ma première. Fait que pour moi, il n'était pas question que je commence un cycle en ayant de la médication si on pouvait faire ça, en fait. Je voulais essayer. Je me souviens que j'avais parlé avec le médecin puis j'avais dit, ben regardez, on va faire 3 cycles sans médication, sans déclenchement, parce qu'en fait, le plus commun, c'est le déclenchement de l'ovulation. Parce que ce qu'ils veulent, en fait, c'est contrôler. Je peux pas dire contrôler notre corps, mais ils veulent le plus possible s'assurer que ça va fonctionner. Tu sais, eux, dans leurs mots, c'est vraiment s'assurer que on met toutes les chances de notre côté. Sauf que c'est ça. Sauf que je pense que notre corps est bien fait. Puis la meilleure façon de savoir quand c'est le bon moment, ben c'est nous qui le savons. En tout cas, pour moi, là, tu sais, j'étais vraiment à l'écoute de mes symptômes d'ovulation. Puis, tu sais, je les connaissais bien. J'ai été inséminée à 34 ans. Fait que, à 34 ans, je pense que j'étais quand même capable de dire quand est-ce que c'est arrivé. Puis je me souviens de m'être obstinée parce que
avant de nous inséminer, ils font une échographie la veille, puis si l'ovocyte fait pas tel diamètre, ben là, ils veulent attendre. Sauf que moi, je le savais que j'ovulais, je pense que c'était le lendemain. Fait que, tu sais, si tu me donnes une échographie 2 jours plus tard, mon ovulation est manquée. Puis c'est ce qui est arrivé à un cycle. Et c'est pour ça qu'après ça, je me suis obstinée. J'ai dit non, regardez, je le sais quand est-ce que j'ovule. Tu sais, si vous m'inséminez pas maintenant, on va manquer ce cycle. Puis il vaut mieux être inséminé trop tôt que trop tard. Parce que trop tard, c'est juste trop tard. Tu sais, on manque la shot. Donc, ça a été parfois, tu sais, taper le poing sur la table puis dire, ben regarde, moi, j'ai tel symptôme aujourd'hui, j'ai fait mon test d'ovulation. Tu sais, c'est pas facile à entendre pour eux parce que là, tu sais, comme je disais, ça rentre pas dans leurs critères. Mais tu sais, à chaque fois que je me suis imposée, ben ça a fonctionné. Donc, pour moi, encore plus pour mon 3e, il était plus question que j'écoute leur protocole. Mais encore là, je parle de ma situation personnelle et donc sans problème de fertilité. Je pense que ça aurait été tout autre si j'avais eu de la difficulté. C'est sûr qu'à un moment donné, je me serais plus ouverte à leurs suggestions. Puis chaque cas est tellement différent que c'est ça. Pour moi, c'était évident que je faisais ça naturellement. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Les grossesses se sont bien passées, mais comme maman solo, est-ce que tu as eu des défis supplémentaires? Est-ce que le regard des autres a été lourd parfois à passer? Est-ce qu'il y a encore des préjugés? Comment tout ça s'est passé finalement quand on regarde là, avec le recul? Bien, ça s'est quand même bien passé parce qu'on vivait à Montréal à l'époque et c'est ça. C'est sûr qu'on s'entoure des personnes qui ont potentiellement les mêmes idées que nous. Donc, c'est sûr que quand moi, je me suis séparée de mon conjoint à l'époque, c'est là que ça a été le plus difficile, en fait. C'est ma première grossesse où ça a vraiment été... Ça m'a rentré dedans beaucoup. Pas parce que j'avais nécessairement des attentes de la présence d'un conjoint, mais plus parce que mon réseau n'était pas très étoffé. Je connaissais vraiment peu de mères. Fait que c'est ça qui a été le plus difficile, en fait. Puis, il y a beaucoup, c'est niaiseux, mais la saison a beaucoup, beaucoup influencé. Ma plus grande est née en automne, puis on dirait que c'était juste le début de la fin, en fait, le début des jours qui raccourcissent, le début de l'hiver, fait que ça a été vraiment moralement difficile. Puis je me souviens que j'allais à toutes les rencontres auxquelles je pouvais aller, les rencontres d'allaitement, les activités à la bibliothèque, même si mon bébé était tout petit, là, on allait à l'heure du compte, elle devait avoir genre 4 mois. Mais c'était important pour moi de me faire un réseau de mamans, puis de rencontrer du monde. Il faut en parler parce que ça peut être extrêmement difficile, pas juste physiquement. Oui, c'est ça, qu'on se sent vraiment isolé. Puis c'est vrai que c'est vraiment pire pour le premier bébé, je pense, pour la majorité d'entre nous. Oui, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Tu sais, je veux dire qu'on soit solo ou pas, on ne sait pas à quel point ça peut être difficile, ça peut être demandant de ne pas comprendre ce petit être qu'on a pourtant porté pendant 9 mois, mais tu sais, ça n'a pas été... instinctif, là. Tu sais, on a beau être des mammifères, pour moi, l'instinct n'a pas nécessairement embarqué tout de suite. Fait que c'est ça. Mais c'est très différent, par contre, pour mes 2 autres. Probablement, oui, il y a une partie de l'expérience, il y a une partie du tempérament des enfants aussi. Ça, je veux croire à ça, là. Ouais. C'est pas parce qu'on élève tous nos enfants de la même façon qu'ils sont tous identiques, là. Ils ont tous des tempéraments très différents, puis il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas avoir d'influence malgré toute notre bonne volonté, notamment au niveau du sommeil, au niveau... c'est ça, ça peut être plus difficile avec certains bébés. Et par contre, j'en reviens à ce que tu demandais au niveau du jugement du fait d'être solo. Moi, je l'ai jamais senti tant qu'on était à Montréal. Après ça, on a déménagé en campagne. Et là, sans le sentir directement, je voyais que... Je le vois que c'est pas... Il n'y a pas la même ouverture, là. Hein? T'es d'accord, Billy? Billy aussi veut dire. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis ça m'a rentré dedans. Tu sais, c'était vraiment un souhait de déménager en campagne, mais j'avoue que
Je suis arrivée avec ma petite bulle de tout le monde est ouvert, on vit à une époque où c'est facile, justement, on peut aller se faire inséminer facilement, on n'a pas besoin de se justifier. Mais là, j'ai un peu frappé un mur à un moment donné, ici, quand j'ai vu que c'est beaucoup plus traditionnel. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a sûrement des gens qui sont pas nécessairement dans l'ouverture par rapport à ça, là. Donc, c'est pas si étonnant que tu en aies rencontré. Ça existe, là. Exact. Ouais. C'est vrai que quand on est dans notre bulle avec les gens avec lesquels, comme tu disais tantôt, qui nous ressemblent, des fois, on oublie. Oui, qu'à l'extérieur de la bulle. Oui, exactement. Puis ça, c'est pour plein de sujets. Hein? Oui. C'est pas juste la maternité, là. Oui, exactement. Oui. Donc, ce que je comprends, c'est que tes grossesses ont relativement bien été, même si tu étais maman solo et que tu avais la charge, finalement, en plus. Étant française, t'as pas non plus ta famille qui est à proximité, là. T'es une expatriée en plus. C'est vrai. Mais à la fois, j'étais tellement indépendante. Je veux dire, si je suis venue au Québec seule, c'est parce que je me sentais assez indépendante, assez forte pour arriver à refaire ma vie ici. Ouais, le soutien de la famille m'a manqué un petit peu à un moment donné. Mais c'est ça, mes grossesses ont quand même tellement bien été. Je veux dire, les 3, là, c'est comme... Oui, le premier trimestre, mais à part ça, c'était quand même des grossesses de rêve pas mal. J'ai eu la chance immense d'avoir un suivi sage-femme dès ma première. En fait, je n'ai jamais rencontré de médecin pour mes grossesses. Puis ça, je pense que c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver pour mes suivis, là, c'est de ne pas rencontrer de médecin. Parce qu'encore là, mes idées sont tellement arrêtées et tellement... je voulais vraiment vivre ça naturellement du début à la fin. Et j'aurais probablement trouvé ça vraiment fatigant de devoir me battre pendant tout le processus, même si je sais qu'il existe des médecins extraordinaires puis qu'éventuellement, il y a de plus en plus d'ouverture par rapport à des suivis naturels, à des accouchements non médicalisés ou peu médicalisés. Mais c'est ça, ça reste que le fait d'être avec une sage-femme, ça m'a beaucoup facilité la tâche, vraiment. Tu as choisi à 3 reprises de donner naissance à la maison. Oui. Ouais. Encore là, c'est une continuité. Oui, c'est une continuité. Et tu es une professionnelle de la santé. Oui. Je pense que ça a teinté beaucoup mon choix de lieu de naissance, justement connaissant l'envers du décor. Pour moi, c'était pas mal la pire des choses qui pouvaient m'arriver d'aller à l'hôpital. Mais encore là, c'est un point personnel. Oui, tout à fait. Vraiment... On est complètement d'accord. C'était ton senti, ton intuition. Oui. Puis, je pense qu'Alex et moi, on est tout à fait sur la même page par rapport à ça. Il faut suivre notre chemin. Mm-hmm. Donc, il faut pas suivre le sien. Il faut pas que tu nous écoutes en disant, je vais faire comme Alex, je vais faire comme Annie. Il faut que tu trouves ta route à toi. Il faut être convaincu. Ouais. Je pense qu'il faut être... c'est ça, il faut être convaincu, faut sentir que c'est vraiment ça dont on a besoin. Puis je pense qu'en grande partie, c'est ce qui a aidé à avoir des naissances relativement faciles. Parce que je savais que j'étais à bonne place. Je savais que mon corps allait faire sa job, que mon bébé allait faire sa job, puis que si le lâcher-prise arrivait à être au rendez-vous, ça se ferait bien. Puis ça a quand même... C'est ça, très bien. Écoute, je suis témoin. Oui. Le lâcher-prise était au rendez-vous. Et là, on a déjà parlé de ça ensemble. Je t'ai déjà souvent demandé, mais Alexia, comment tu as fait pour, dès ton premier bébé, je te vois encore là, à 4 pattes dans ton salon, appuyé sur ton ballon, à bouger tes hanches, à faire des sons magnifiques dès le début du travail? Oui, mais ça, c'est dur d'avoir une explication. Je me souviens, c'est ça, pour ma première, de m'être beaucoup dit « Ah oui, c'est vrai, bouche molle, col mou ». Puis ça, j'y ai pensé tout du long, puis je me suis dit, si je fais suffisamment de sons pour relâcher ma bouche, ça devrait bien se passer. Puis on dirait que ça a comme embarqué. Tu sais, les sons... ma première, je me souviens pas de mon accouchement. J'ai littéralement... je me souviens de à peu près rien, sauf quand elle est sortie après. Mais tout l'accouchement, j'ai vraiment pas de souvenirs. Fait que je pense que j'ai vraiment... eu les hormones qui ont embarqué tellement fort que... Puis j'en étais triste. J'étais triste parce que j'avais pas... Oui, t'étais là pour me raconter après, mais j'avais pas tant de photos, pas de souvenirs,
Puis là, je me retrouvais avec ce bébé que je connaissais pas. Fait que là, ça a comme... Oui, c'est un accouchement magnifique, mais le fait de ne pas avoir de souvenirs, ça ne m'a pas du tout aidé pour le postpartum. Et je pense que ma grande est née en 5 heures, peut-être, quelque chose comme ça. Puis je me souviens de m'être dit, me semble que c'est rapide. Ouais. C'est rapide un peu pour que je me souvienne. Puis j'ai adoré ça. J'ai adoré accoucher. J'ai adoré. Puis je me suis dit, ça m'en prend d'autres. Ouais. Vraiment. Qu'est-ce que tu as adoré là-dedans? Le fait de me sentir tellement puissante et capable. Et je pense que c'est le moment de ma vie où je me suis sentie la plus forte, tu sais, la plus... c'est ça. C'est vraiment ce sentiment de force dont on est capable à ce moment-là. Puis tu sais, je pense honnêtement, il n'y a pas personne d'autre qui peut nous aider dans ce temps. Oui, on peut avoir du soutien, là, c'est sûr que c'est aidant. Puis, mais je pense que personne d'autre peut se mettre à notre place, puis personne d'autre peut faire les choses à notre place dans ce temps-là. Fait que c'est ça, je trouve, qui a beaucoup aidé. Puis les accouchements suivants, j'avais hâte de revivre ça. Fait que là, c'était plus, on était dans l'excitation, là. Tu sais, ça s'en venait, puis tu sais, même... Oui, ça fait mal à coucher, là. Tu sais, je veux dire... Oui, t'es d'accord, mais je m'en souviens de m'être dit au deuxième, « Ah, c'est vrai. Ah ouais, je m'en souvenais plus, mais ouais, c'est vrai que ça fait mal. Vraiment mal. » Mais malgré tout, c'est comme le plus beau moment de ma vie parce que c'est comme... C'est ça, c'est un moment unique, puis je me suis jamais sentie de même dans d'autres situations. Mm-hmm. Et puis la troisième, ça a été... il y avait un peu plus de rebondissements parce que là, on a été rendu en campagne et l'accouchement à domicile était pas officiellement... on était trop loin, en fait. On n'était pas dans le périmètre des sages-femmes. Et je ne me voyais pas me déplacer en début de travail. Avec toute la logistique qu'il y avait de devoir faire garder mes enfants. Bon, ça, j'avais des solutions éventuellement, mais c'était plus... Une fois que le travail commence, j'avais peur que ça interrompe mon travail. Puis je voyais pas comment est-ce que je pourrais prendre une douleur aussi intense que des contractions dans une voiture. En plus, c'était en hiver. Fait que là, c'était pas possible. Fait que là, dès le début, j'ai dit à ma sage-femme, mais tu sais, j'accoucherai chez nous. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, comment tout ça va s'enligner, mais une chose est sûre, c'est que j'accouche chez nous. Tu sais. Fait que ça a été une autre aventure parce que c'est tout un cheminement. Parce que, oui, OK, j'accouche à la maison, mais comment ça se passe? De quelle manière? Est-ce qu'il y a des conséquences? Oui, évidemment, il peut y avoir des conséquences, puis pas juste physiques. Comment est-ce que je vois ça? Est-ce que justement... puis plus je cheminais, plus j'étais comme, ben oui, en fait, je vais accoucher seule, puis ça va être correct, ça va bien aller. Je dirais pas que c'est de la pensée magique, là, je dirais que c'est juste que c'est comme se mettre dans un état d'esprit où ça va fonctionner. Fait que ça a été ça. Puis à la toute fin, à 36 semaines... Ma bébé était pas née, alors c'est ça, mes premiers étaient nés un petit peu d'avance, mais elle avait décidé de prendre son temps. Puis à 36 semaines, ma sage-femme m'appelle pour me dire, écoute, j'ai réussi à faire passer un projet pilote. On va prendre 5 femmes par année dans un périmètre élargi, puis tu vas être la première. Est-ce que c'est correct pour toi? Puis là, on dirait que c'était comme, ben, j'en ai discuté avec toi. Moi, j'étais vraiment dans un état d'esprit où, non, c'était correct, j'allais faire ça toute seule. Puis, tu sais, je m'étais beaucoup projetée là-dedans. Fait qu'on dirait que c'est venu me déstabiliser, surtout à 36 semaines. Je me suis dit, OK, fait que là, elle va venir. OK, fait que j'accouche plus toute seule, finalement, tu sais. C'est très drôle parce que je me projetais d'accoucher pendant la nuit, pendant que mes enfants dormaient. Tu sais, tout était... C'était dans ma tête. Fait que là, c'est venu beaucoup me déstabiliser. Mais finalement, je me suis dit que c'était quand même probablement mieux. Mais j'ai prévenu ma sage-femme que je ne voulais pas En fait, je voulais pas qu'elle s'approche. Oui, c'est ça. Je voulais être autonome le plus possible. Je voulais être autonome parce que moi, je m'étais projetée comme étant autonome. Fait que pour moi, c'était ça l'accouchement pour ma dernière. Fait que c'était... je l'avais avisé. J'ai dit, là, toi, t'es là en cas d'urgence parce que je vais faire ça toute seule puis ça va être correct. Tu sais. Puis comment ça s'est passé finalement? Ben, j'ai fait ça toute seule puis ça a été correct. T'étais où dans la maison? Raconte. En fait, c'est arrivé tard.
c'est ça. Ça a commencé à 36 semaines. Puis j'avais beaucoup eu de Braxtonix pendant la grossesse. Puis c'était mon 3e. Fait que là, pour moi, c'est sûr, 38 semaines, c'était fait. Puis 38, 39, 40, 41. Puis là, là, après ça, il y a l'épée au-dessus de la tête de, là, il faudrait peut-être accoucher parce que le déclenchement, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, j'étais comme, non, tu sais, le déclenchement, c'est non, tu sais, pas pour l'instant. Et donc, c'est arrivé qu'en fait, à 41 semaines pile, j'ai eu des contractions à 4 heures du matin. Puis là, j'étais comme, c'est pas vrai que c'est des fausses contractions, puis que ça commence pas maintenant. Fait que là, je me souviens de mes enfants dormaient, évidemment, d'être descendue au sous-sol, d'avoir pris le tire-lait, puis d'avoir commencé à pomper pour me dire comme, OK, là, les contractions, faut qu'elles embarquent parce que tes frères et sœurs vont se réveiller dans 3 heures. Il faut que tu sois né dans 3 heures parce qu'après ça, ma journée embarque. Pression. Mais non, mais c'est ça. Puis, tu sais, le quotidien allait rembarquer, là. C'est sûr que oui, j'avais une amie qui venait pour s'en occuper, il n'y a pas de problème, mais si ça pouvait être fait rapidement, tu sais, ça aurait été merveilleux. Fait que là, je suis descendue au sous-sol parce que j'avais tout aménagé au sous-sol. Tu sais, c'est pas un sous-sol broche à foin, là. Il y avait un lit, puis, tu sais, c'était propre, puis tout. Fait que là, les enfants dormaient, j'ai appelé la sage-femme pour lui dire, écoute, je pense que ça commence, puis tu sais quoi, je pense que ça va aller vite. Je fais tout pour que ça aille vite, puis ça va aller vite, éventuellement. Et comme de fait, je pense qu'elle est arrivée, puis je commençais à pousser, puis en fait, Billy est né en 1 heure, à peu près, du début des contractions à la naissance de mon bébé. Donc, ça fitait dans l'horaire. C'est là que vous voyez à quel point Alex est organisé. Moi, j'hallucine complètement de la voir aller dans ton quotidien avec 3 enfants, mom solo, là. C'est fou. Oui, mais tu sais, l'organisation, c'est une façon, c'est le contrôle, là. Tu sais, c'est autant je suis capable de lâcher prise pendant mes accouchements, puis je comprends pas comment c'est possible, autant dans ma vie, je suis dans le contrôle et c'est difficile de ne pas l'être. C'est très déstabilisant pour moi de ne pas l'être. Fait que là, pour moi, l'accouchement, c'était pareil. Tu sais, je parlais à mon bébé. C'est comme, tu sais, ça. Faudrait qu'on avance puis que tu sortes. Puis je me souviens que ça s'est comme intensifié tellement rapidement. Puis, tu sais, j'ai accouché à côté. J'avais une chaise en bas, tu sais. Puis j'étais à côté sur la chaise. Puis mon bébé est né comme ça. Vraiment vite. Wow, c'est magnifique. C'est très intéressant ce que tu dis parce que souvent, les femmes qui ont plus tendance justement à être dans le contrôle dans leur quotidien ont peur de pas être capables de lâcher, d'aller justement dans le lâcher prise pendant les contractions. Et je leur dis toujours, on peut être les deux. Ouais. Oui, puis en fait, si j'avais pas eu cette première expérience où le lâcher prise était à l'extrême, j'aurais probablement pas eu cette confiance. Parce que là, je savais que c'était la clé. Je savais que si je voulais que ça se passe bien pour les 2 autres, il fallait que le lâcher-prise embarque. Puis que c'était les rares moments dans ma vie où il fallait que je lâche prise puis que le contrôle soit pas là. Fait que c'est ça. Je pense que c'est l'expérience de la première qui a teinté beaucoup, beaucoup ma confiance pour les 2 autres. Et ma confiance a été le point que je me disais que j'allais faire ça seule, puis que mes enfants allaient se réveiller, mon bébé serait né, puis la vie allait continuer, tu sais. Ça s'est à peu près passé comme ça, cela dit. Dans le temps, dans mon temps à moi, quand j'ai donné naissance, il y avait tout un réseau de sages-femmes parallèles qui était un réseau de sages-femmes qui ne faisait pas partie de l'ordre. Là, je te parle de ça, mais c'est un peu tabou dans le milieu. C'est quelque chose dont on peut pas vraiment parler, même sur les groupes Facebook, quand il y a certaines personnes qui osent se rappeler cette époque-là, vite, souvent, on se fait clore le bec, là, comme si c'était quelque chose dont on pouvait pas parler. Et le fait que ce type de sage-femme-là n'existe plus, ben c'est une grande perte pour nous les femmes parce que toi, à partir du moment où ta sage-femme te dit on peut pas t'aider, ben le choix que tu avais, c'était soit d'accepter de te plier au fait qu'il fallait que tu ailles en maison de naissance ou de donner naissance toute seule, mais il y avait pas de possibilité intermédiaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as cherché ou c'est quelque chose au départ qui t'aurait intéressé? Ou c'était clair pour toi que s'il n'y a pas de sage-femme officielle, je vais directement aller donner naissance toute seule? Bien, j'ai navigué un peu. Tu sais, c'est... Justement, quand elle m'a dit, ben là, En fait, ce que j'ai oublié de nommer, c'est que quand je me suis inscrite à la maison de naissance, l'agente administrative m'a dit « Oui, vous êtes dans le périmètre, pas de problème. » Fait que j'étais contente au début, c'était parfait. Puis après ça, quand j'ai rencontré ma sage-femme, puis qu'elle m'a dit non. Fait que là, on dirait que j'ai comme vécu une première déception. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, il faut que je trouve quelqu'un parce que je me suis pas tout de suite projetée dans je vais accoucher seule, merveilleux. Je savais que j'accoucherais chez moi, mais j'avais
pas l'objectif d'accoucher seule nécessairement. Donc, oui, j'ai cherché à trouver une sage-femme alternative qui n'existe plus, ou en tout cas, elles sont très bien cachées. Puis assez rapidement, il y avait des accompagnantes qui étaient connues dans mon coin, justement, pour les accouchements non assistés. Mais ça ne marchait pas avec ma vibe. Je trouvais pas... Puis plus ça avançait, puis je me disais, ben non, tu sais, je préférais toute seule qu'être mal accompagnée, d'avoir quelqu'un que ça me tente moins. Je comprends. Puis moi, je me souviens de plein d'accouchements extraordinaires à domicile où les femmes avaient cette demande-là de dire aux sages-femmes, restez dans la cuisine, je vais vous appeler quand ce sera le bon moment. Puis que finalement, elles appelaient au moment où elles étaient vraiment rendues, au moment où là, elles avaient besoin d'aide. Ben, d'aide. Attends, je devrais pas dire ça comme ça. Qu'elles avaient besoin que la sage-femme soit là. Oui. Mais bon, après ça, tu sais, finalement, comme ma sage-femme était là et que j'ai un historique de déchiré, sans rentrer dans les détails, pour tous mes accouchements, cet accouchement, il n'y a pas échappé, en fait. Je pense que comme j'accouche très vite, puis à verticale, en tout cas, bref. Donc, c'est ça, finalement, une chance, probablement une chance qu'elle était là pour la fin de l'accouchement. Oui. Puis d'ailleurs, pendant la grossesse, je me souviens qu'on s'en était parlé comme de quoi ce serait comme l'avantage le plus important finalement. Oui. Puis c'est ça. Fait que elle était là pour me prodiguer les soins post-accouchement, mais je me souviens qu'après, assez vite, j'ai eu envie que tout le monde parte. Et me laisse tranquille avec mon bébé. Après la naissance d'un bébé, puis d'un troisième encore plus, on a besoin de se reposer, on a besoin de passer du temps à l'horizontale, de protéger nos ligaments. Une maman solo qui donne naissance à son troisième enfant, là, ça se passe comment, le postnatal immédiat? Bien, pour ma troisième, faut savoir que ma grande était partie chez son papa, donc j'en avais juste un. Mon deuxième est quand même relativement calme. Et comme je disais, au sous-sol, on a un lit. Et il se trouve que moi, je ne vais jamais jouer au sous-sol avec les enfants. Donc, aller au sous-sol est une activité en soi vraiment intéressante pour mon deuxième enfant. Donc, ce que j'avais mis en place, c'est que je m'étais fixé une semaine. Là. Je savais que je t'offrais pas plus qu'une semaine à être allongée. Donc, on faisait des matinées au sous-sol. Puis moi, je pouvais être allongée avec mon bébé et mon autre enfant pouvait jouer autour. Fait que ça avait beaucoup aidé. Puis je me souviens de tes conseils qu'il fallait rester allongé le plus possible. Puis ça, je pense qu'effectivement, c'est pas mal le meilleur conseil. On pense qu'on est assez forte pour être debout puis qu'il n'y en a pas de problème, mais oui, on l'est probablement les premiers jours, mais je pense que les conséquences pour la suite, pour la récupération du corps, pour avoir le moins de séquelles possible, c'est vraiment de respecter ça. Et c'est sûr que je me suis forcée, parce que oui, j'en aurais fait. Moi, je me serais levée, passer à la balayeuse puis faire à manger, là. Hein? Mais je me suis forcée la première semaine, puis je pense que ça a beaucoup aidé. C'est comme un petit prix à payer pour la suite, là. C'est comme un investissement, en fait. C'est sûr que j'avais cuisiné énormément. J'avais eu le temps de cuisiner énormément avant l'accouchement. Donc, mon congélateur était plein. Donc, cuisiner, c'était pas un enjeu. Puis ça, je pense qu'on sous-estime la lourdeur de préparer des repas dans le quotidien. C'est une tâche énorme. Et le fait que ça se soit fait, que ce soit quelque chose en moins, ben, ça me permettait de prendre plus de temps allongé avec mon bébé. Donc non, je pense que c'était un ensemble de choses qui ont fait que ça s'est bien passé. Le calme de mon deuxième, ma troisième qui était juste super contente que je sois allongée avec elle. Tu sais, pour la mise en place de l'allaitement, puis tout ça, tu sais, c'est comme, on dirait que tout était plus facile parce que j'étais couchée, puis parce que aussi, c'était un troisième bébé. Quand je te regarde aller là avec tes trois petits loups, tu fais beaucoup d'activités, tu es quelqu'un de très dynamique, là. Tu fais en une journée ce que je fais en une semaine, là, grosso modo, pour vous donner une idée, là. Je sais pas s'il y a un petit peu d'hyperactivité qui se cache derrière ça. Je me sens pas hyperactive, mais tu sais, quand je regarde avec le recul, peut-être. Mais moi, je me sens pas au quotidien. Tu sais, je suis heureuse si je suis assise sur le sofa à lire, mais ça arrive assez pas souvent parce qu'il y a toujours
mille et un projets. Oui, c'est ça. Alors, juste pour vous donner une idée, là, pour illustrer mon propos, il y a à peu près 3 semaines, Alex a, en une fin de semaine, rénové entièrement sa salle de bain, peinture et finition. Une semaine? OK, une semaine. Bon, mettons 7 jours. Entièrement sa salle de bain, finition incluse, là, avec la peinture, t'as changé la fan. Ouais. Et tout ça en étant maman solo de 3 enfants. Encore là, ma grande n'était pas là. Tu sais, à chaque fois, il y a ça. C'est le genre de projet, les gros projets de même, là, je l'ai fait quand j'ai au moins un enfant en moins. Fait que j'avais juste mes 2 petits. Donc, c'était plus facile. Puis, c'est ça, honnêtement, c'est un projet que j'ai depuis 2 ans, en fait. Donc, je procrastinais beaucoup. Mais je me suis levée un matin en me disant, écoute, je pense que c'est là que ça se passe. Il faut que ça soit fait, là. C'est comme, il reste ça à faire. Il faut que je démarre. Puis, je pense que, tu sais, j'ai impliqué mon deuxième un peu. J'ai profité des siestes, du coucher aussi. Tu sais, quand tes cocos dorment, ben là, tu peux en faire aussi des affaires. Fait que c'est ça. Puis le bien-être que ça m'apporte, je suis beaucoup à la maison. En fait, comme je suis maman à la maison. Fait que ça, le bonheur que ça m'a apporté au final, c'était un bel investissement de temps à mettre à ce moment-là. Donc, ouais. Oui, tu veux t'aider, là, tu vois que maman est en train de se préparer, puis que ça fait comme, yeah! Avec le recul, avec toute l'expérience que tu as maintenant pour toutes les femmes, les mamans solo, les femmes qui vont aller en insémination dans une démarche de fertilité, ou les femmes qui sont en couple mais qui ont envie de vivre, tu as vécu une des grandes expériences d'empowerment là, à travers tes grossesses, tes accouchements. C'est quand même assez impressionnant. Tu as été solide, tu savais où tu t'en allais, puis il fallait pas trop te mettre des bâtons dans les roues parce que tu n'acceptais pas ça. Mais encore là, c'est toujours une histoire de contrôle. De contrôle. Ouais, mais tu vois que des fois, il y a des bons côtés. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui nous écoutent puis qui auraient envie de se rapprocher de cette expérience-là, de pouvoir choisir pour elles ce qui est le mieux, même si c'est pas ce qu'on leur demande à l'extérieur d'elles? Ben, je pense que c'est croire qu'on est capable. Tu sais, je veux dire, ça fait des milliers, des millions d'années qu'on accouche, que les mammifères accouchent. Je veux dire, on sait faire, c'est ancré en nous, là. Nous, on sait faire, nos bébés savent quoi faire. C'est sûr qu'il y a des situations où ça se passe pas comme on voudrait, puis c'est physiologique, puis on n'y peut rien, puis je pense que c'est dur à vivre, probablement, mais garder confiance en nous, puis se dire qu'on est fait pour ça. Accoucher, là, c'est ancré. Pour moi, en tout cas. Je savais que mon corps, il arriverait, là. Billy, dis-moi aussi, là, dans 30 ans, quand je vais donner naissance, là, moi aussi, je vais savoir exactement comment faire. Mais c'est drôle parce que c'est ça, ma plus grande, qui a maintenant bientôt 8 ans, tu sais, je l'encourage pas, évidemment, à avoir des enfants toute seule. Mais spontanément, elle me dit, ouais, mais tu sais, je pense que moi aussi, je suis capable d'en avoir des enfants toute seule. Puis, on verra, tu sais, on verra si j'en veux toujours, si j'en veux seule. Mais, tu sais, fait que je me dis que c'est comme... Plus on est nombreuses à montrer que finalement c'est possible, puis c'est génial en fait d'être enceinte, d'accoucher, puis en tout cas moi c'est vraiment les meilleurs moments de ma vie. Puis c'était d'ailleurs un gros deuil, c'est un autre sujet, mais c'était un gros deuil de me dire que 3 ben c'est raisonnable, c'est la limite du raisonnable. Ouais. Est-ce que le deuil il est au niveau de plus être enceinte et de plus avoir un bébé en postnatal, ou il est de plus accoucher? Ben c'est un mélange des 3. OK. Tu sais, ça mélange les 3 parce que j'aime vraiment ça. En fait, je pense que ce que je préfère, c'est avoir un petit bébé naissant. Là. Avec le recul, là, j'aime ça. L'allaitement, la fusion, j'adore ça. L'accouchement, j'adore ça, évidemment. Je recommencerai demain, puis je me souviens qu'à chacune de mes grossesses, je me suis dit, écoute, non, il me semble que je recommencerai. Puis les grossesses, non, la première grossesse était vraiment très épanouissante. Je me sentais vraiment bien dans mon corps. Tu sais, ça s'est passé sans embûche. La deuxième aussi.
Puis la troisième, je pense que je commence à être plus vieille. Tu sais, je pense que la fatigue commence à embarquer un peu. Là. C'était moins facile. Là. Oui, puis c'est parce que là, enceinte du troisième, il faut que tu cours après les deux premiers en simultané. Là, que c'est sûr que c'est plus la même game. C'est intéressant parce que souvent, on entend des mamans solo qui vont être mamans solo un peu par dépit. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas rencontré quelqu'un, elles attendaient de rencontrer quelqu'un avant de décider d'avoir des enfants. Dans ton discours, ce que j'entends, c'était aussi un choix. C'était pas par dépit. C'était vraiment quelque chose. C'était définitivement un choix. Puis, tu sais, je le vois avec le recul maintenant. Je pense que je suis mieux seule avec mes enfants qu'en couple. C'est ça. Je pense que j'ai un tempérament qui fait que je suis pleinement épanouie comme ça. Et non, ça n'a jamais été un choix par dépit. Là, au contraire, là, c'était vraiment un vrai choix. Très éclairé, très raisonné. Mais c'est super intéressant parce que je suis pas certaine que même encore de nos jours, les femmes pensent à ça en termes de choix. Puis c'est pour ça aussi probablement que ça fait réagir un peu les gens qui ont une autre façon de voir les choses parce que c'est quand même de l'autonomie là, de faire comme écoute moi là. Je suis capable tout seul. Ouais. Exact. Ouais. Je pense que ça peut être confrontant pour certaines personnes. Définitivement. Puis tu sais, comme je dis, ça correspond pas à tout le monde. Je pense qu'effectivement, je comprends tout à fait qu'il y a des femmes qui puissent être rendues à se dire, ben malheureusement, j'ai trouvé personne, mais mon désir d'enfant est plus fort, alors je vais avoir un enfant solo, puis qui finalement après rencontre quelqu'un ou tu sais c'est. Puis je comprends tout à fait ça en fait. C'est pas pour tout le monde d'être solo. Je comprends. Merci beaucoup, Alexia. J'aurais aimé ça que tu puisses nous donner exactement les ingrédients qui ont fait que tu étais si libre, si mammifère, si puissante pendant tes accouchements. Ce serait le fun, hein, si on savait exactement. Si on avait la clé, je le donnerais à toutes mes amies. Hein? Écoute, si on pouvait comment on dit ça, pas te copier, là, mais quand on prend quelqu'un puis qu'on regarde, modéliser. Si on pouvait te modéliser par rapport à ça, ce serait extraordinaire. Mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je pense qu'au premier accouchement, je t'avais enregistré, je pense. Je sais. Au niveau des sons, tu te souviens pas? Non. J'ai comme un vague souvenir par rapport à ça, mais ouais, c'était magnifique. Je te le redis. J'ai encore des souvenirs très précis là, de toi qui est en train de plus que moi, ça fait. Moi, j'étais un peu moins buzzée dans les hormones. Ouais. Merci beaucoup, Alex, pour ta confiance. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là dans ta grosse activité avec tes enfants. Puis on commence à relaxer là maintenant. La deuxième moitié d'été, j'ai comme une pression où je me dis, OK, là maintenant, non, on arrête de niaiser, on profite de l'été. Là. Fait que je suis dans cette deuxième moitié. Là. Okay. L'été commence pour moi début mi-août. Alors, ça me fait très rire là, parce que les gens qui nous écoutent font comme, OK, relaxer, mom solo de 3 enfants, de 3 jeunes enfants. OK. Ouais. Mais tu sais, c'est pas... Je suis pas assise toute la journée à jouer avec eux. Là. Je pense que tu fais plein de choses. C'est ça. Je pourrais pas, en fait. J'ai le bonheur de les avoir à la maison. Ça me procure beaucoup de joie, mais j'ai besoin de pouvoir faire mes choses. En même temps. Aussi en même temps. Ouais. Merveilleux. Merci, Alex. Ça fait plaisir. Tout comme moi, tu aimes nos rendez-vous hebdomadaires et tu aimerais m'aider à faire rayonner le podcast Enfanter librement sans se faire accoucher, je t'invite à aller sur Apple Podcasts ou sur Spotify pour mettre un beau 5 étoiles. Je te rappelle que tu peux me rejoindre dès maintenant dans la préparation virtuelle Les 11 clés pour une naissance facilitée. Oui, elle est encore en mode gratuit. Pour y avoir accès, c'est facile. Le lien est dans la description de l'épisode. Tu y trouveras également le lien pour t'inscrire à un atelier gratuit dédié à l'accompagnement de ton bébé. Que tu sois enceinte ou avec un tout petit bébé dans les bras, cet atelier te donnera des outils pour accompagner ton bébé au mieux. Nous aborderons les 5 principaux éléments pour la période 0-1 an. Des éléments pour lesquels ton bébé a besoin d'être accompagné. La sécurité affective, le sommeil, la motricité libre, la tête pleine
plates et les réflexes archaïques. Si tu désires connaître la date du prochain atelier et pouvoir t'y inscrire, c'est gratuit. Tu as simplement à aller dans la description. Je te souhaite une magnifique semaine. Je te rappelle que tu peux m'écrire directement si tu as envie que je t'accompagne. Tu peux le faire par courriel. L'adresse est elle aussi dans la description. Tu peux aussi m'écrire via Instagram. Je te souhaite donc une magnifique semaine, beaucoup de bonheur, des petits, des moyens, des grands, et on se retrouve pour le prochain épisode.